Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de m'avoir invité à partager avec vous quelques cas cliniques. Donc, on avait l'embarras du choix par rapport aux cas de gastro. Donc, il y en a tellement. Donc, vous avez vu le débat à propos d'un cas qui a donné quand même pas mal de fil à retordre. Et donc là, moi, je vais essayer de vous faire le, un petit peu un petit inventaire par rapport aux douleurs abdominales récurrentes. Et donc la douleur abdominale, vous le savez tous, est la plainte la plus fréquente en pédiatrie. Ça reste un symptôme, donc il ne faut pas le confondre. Il peut être à l'origine ou l'expression de pathologies digestives, aussi bien chirurgicales que médicales, et de pathologies même extradigestives. On sait tous que lorsqu'on a des signes associés, comme ça vient d'être décrit, on évoque l'organicité, à savoir la cassure de la courbe pondérale, des vomissements, surtout lorsque ce sont des vomissements qui sont matinaux, qui sont bilieux, lorsqu'on a un saignement, essentiellement le saignement bas, associé à l'ictère, associé à un purpura, lorsqu'on palpe une masse abdominale ou une défense, lorsque le malade présente un état de choc ou lorsqu'il est fébrile. Donc là, ça se passe de commentaires, on est devant une douleur abdominale organique. Dans la consultation de pratique courante, on essaye de trouver des symptômes, des signes, des directives pour nous dire est-ce qu'on doit penser à l'organicité ou pas. Donc, trois éléments qui ressortent toujours dans les expériences pédiatriques, c'est lorsque vous avez une douleur abdominale qui est localisée, qui est loin du para-ombilical, surtout lorsqu'elle est au niveau de la fosse iliaque droite. Lorsque vous avez un caractère nocturne, c'est la douleur qui réveille l'enfant, la douleur qui perturbe sa vie sociale, c'est-à-dire que les parents sont souvent appelés de l'école pour récupérer leur enfant ou l'enfant qui cesse de jouer. Là, quand même, ce sont des signes que vous allez récupérer par l'interrogatoire, souvent en salle de consultation. Donc le premier cas, c'est celui de Saïd, âgé de 8 ans, qui vient pour des douleurs abdominales postprandiales diurne, diffuse, après un certain nomadisme médical. Il décrit que ses douleurs sont soulagées après l'émission de sel. Et il a plus ou moins manqué d'appétit parfois, la croissance est plus ou moins satisfaisante et il présente une petite distension abdominale à l'examen et on va palper quelques petites masses non douloureuses, un petit peu diffuses au niveau de l'abdomen. Donc je pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Échographie, parfait. Donc, on va faire d'abord notre examen proctologique, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, l'examen proctologique à la recherche de fissures, d'accord, fissures qui signalent justement, vous avez le toucher rectal. Bien sûr, il faut mettre l'enfant en condition, il faut le mettre en confiance, expliquer à l'enfant ce qu'il doit faire. Il a 8 ans, donc il comprend. Faire l'examen devant les parents, donc en associant la maman au maintien de l'enfant, ça c'est très très important. Et donc on essaye de faire le toucher rectal. Si on trouve l'ampoule rectale pleine avec des matières qui sont dures, vous êtes devant d'abord le premier diagnostic de constipation chronique fonctionnelle. On y pense en premier parce que c'est la plus fréquente. Normalement, c'est une constipation qui va apparaître après plusieurs années de transit normal chez un enfant qui a un état de nutritionnel qui est parfaitement conservé. Pas de ballonnement abdominal en général, à part au moment où il a de grosses périodes d'abstention à la selle, des douleurs abdominales, une alternance ou des débâcles de diarrhée après la constipation, et aucun examen complémentaire n'est nécessaire dans ce contexte-là. Il faut savoir que la constipation, elle peut commencer très jeune. Elle peut commencer dès la première semaine, et c'est la tendance à la constipation dyskésie, à partir de 1 mois chez un bébé allaité au lait maternel, au moment du sevrage. La plus
fréquente, c'est au-delà de 2 ans et demi, c'est au moment où on essaye d'éduquer l'enfant à la selle et d'avoir la propreté. Et là, on a de plus en plus d'enfants qui présentent cette constipation. Bien sûr, il ne faut pas omettre d'éliminer les causes organiques à l'examen clinique, c'est en général une constipation dès les premiers jours de vie, avec un ballonnement abdominal, une mauvaise croissance staturo-pondérale, et la cause organique elle est objectivée lorsque vous faites le toucher rectal chez ces bébés-là et que vous trouvez que le rectum est vide. Donc c'est toute une panoplie de causes, dont essentiellement l'imperforation anale qui fait partie des malformations à détecter en salle d'accouchement, les fossettes au niveau du bas du dos, l'anus antéposé. Donc il faut savoir et mettre en pratique quotidienne lors de votre examen dans ce genre de pathologie le calcul de l'index pour positionner l'anus. Et puis bien sûr, ne pas oublier, d'ailleurs on n'oublie jamais, la maladie de Hirschsprung et les pseudo-Hirschsprung. La prise en charge, c'est la question qui se pose à nous tous, pédiatres. Doit-on donner des laxatifs? Quel laxatif? Combien de temps? Doit-on donner un régime particulier? Rééducation? Biofeedback? À quel âge? Et puis, faut-il faire des explorations s'il faut les faire? À quel moment? Donc ça, c'est le questionnement du pédiatre. D'accord? En consultation, on se positionne par rapport à ce malade et par rapport à ça, bien sûr, comme toutes les constipations à cet âge-là, on peut proposer des laxatifs oraux, surtout des laxatifs à base d'huile minérale, d'eau, pendant une quinzaine de jours, voir comment ça va évoluer. Les laxatifs lubrifiants sont importants, surtout après un temps qui dépasse 3-4 jours où l'enfant ne rentre pas à la selle, et qui permettent de lubrifier le bol fécal et facilitent l'évacuation. Et bien sûr, à un certain moment, lorsque la constipation est la durée pendant plus de 3 mois, ou même jusqu'à 1 an, là, le laxatif osmotique est la star de notre prise en charge. Ce sont des laxatifs qui hydratent la selle et qui permettent d'évacuer le bol fécal. Alors, l'expérience qu'on a, je pense tous, en tant que gastro, c'est le Forlax. La posologie habituelle recommandée, c'est en une seule prise, en général matinale. Personnellement, je le préconise même au moment où la maman peut faire ingérer ce produit au patient pour que ça puisse rentrer dans les habitudes de l'enfant sans que ça soit un traitement, parce que souvent on a besoin d'augmenter les doses c'est au cas par cas, selon la durée de la constipation, selon l'état de l'enfant, comment il va répondre par rapport à la dose première qu'on a donnée, et bien sûr savoir le moment où on doit arrêter. Ce traitement ou cette prise en charge, elle est toujours associée avec un régime riche en fibres. Et en général, on ne doit pas parler de régime, c'est une diète alimentaire qui doit justement s'instaurer dans l'habituel de cet enfant. L'éducation, c'est une éducation à domicile. Donc on demande à la maman de présenter l'enfant à la selle 2 fois par jour, quotidiennement, pour qu'il s'habitue et qu'il apprenne justement à évacuer. Et le biofeedback ne doit être préconisé que chez l'enfant plus grand, donc au-delà de 6-7 ans, lorsque votre prise en charge n'a pas eu lieu. Et ça, c'est très peu d'enfants arrivent à cette décision thérapeutique. Le deuxième cas clinique, c'est celui de Fatem Zahra. C'est une petite fille de 12 ans qui présente des douleurs abdominales récurrentes, non rythmées par les repas, avec une mauvaise prise de poids. La localisation précise à l'examen, c'est des épigastriques avec un caractère nocturne des douleurs, des vomissements et des nausées. Donc là aussi, premier élément qu'on a, c'est de
rechercher les signes d'organicité afin d'associer cette douleur, cette plainte à un organe particulier. Donc ce sont des douleurs qui sont épigastriques, récurrentes, avec sensibilité épigastrique, réveil nocturne. Donc on a quand même des éléments qui soulignent l'organicité. Il faut toujours rechercher est-ce qu'il y a un saignement associé, est-ce qu'il y a une stagnation de poids et de la taille, donc l'évolution de la croissance. Et on est en droit de penser à une infection à Helicobacter pylori devant cet enfant, mais également dans les cas où on a une anémie avec carence martiale réfractaire au traitement sans autre cause, lorsqu'on a, lors d'une endoscopie digestive effectuée pour autre chose, qu'on rencontre des érosions, qu'on trouve des ulcères gastriques et ou duodénaux, ou bien une gastrite nodulaire. Elles sont prédictives d'une infection AHP. Et puis en hématologie, lorsque vous êtes devant un lymphome gastrique type Malte chez l'adolescent, ou lorsque vous avez un purpura thrombocytopénique immun chronique qui est réfractaire au traitement. Alors, la recherche de l'Helicobacter pylori, selon les recommandations, c'est par l'endoscopie digestive haute avec prélèvement biopsique, donc biopsie gastrique. On fait plusieurs prélèvements avec un minimum de 6 biopsies. On tente de faire la culture bactérienne, c'est ce qui est recommandé lorsqu'on peut le faire avec un antibiogramme, l'examen histologique pour faire la classification, et puis polymérase, enfin la PCR du HP et le test rapide à l'urée. Le diagnostic est retenu lorsque l'on a soit une culture et ou une PCR positive, ou bien lorsque vous avez une histologie parlante avec un test à l'urée qui est positif. Ça, ce sont les recommandations. Et puis, en pratique, qu'est-ce qu'on a? Donc, l'Helicobacter pylori peut être retenu et le diagnostic et le traitement peut être discuté lorsque vous avez fait un examen histologique, même de manière fortuite, et qu'il est positif seul. A fortiori, si vous avez en plus un test non invasif positif, donc les tests non invasifs, c'est le test à l'urée, la recherche de l'antigène dans les selles et la sérologie, et ne sont pas recommandés chez l'enfant de retenir le diagnostic de l'HP juste sur des tests invasifs positifs ou bien sur des tests basés sur la détection des anticorps. Donc ça, c'est ce qui se fait actuellement en pratique. Alors chez Fatem Zahra, on avait fait la recherche de l'antigène HP dans les selles qui étaient positifs avec un test de l'urée. Et sur le plan endoscopique, déjà sur le plan prédiction de l'infection, on a trouvé une gastrite nodulaire. Cette gastrite nodulaire, elle est de siège antral et donc on est orienté. Et bien sûr, l'anapathe devait nous répondre la classification de cette gastrite. Là, vous voyez sur ces images l'aspect nodulaire, donc qu'on vous décrit sur les comptes rendus. Là, c'est un aspect nodulaire au niveau de l'estomac, donc de l'antre. D'accord, là, vous avez le pylore, au niveau du pylore. Et puis, chez cet enfant, on a également un aspect nodulaire qui est très diffus, très parlant, même au niveau du grêle proximal. Le traitement de première intention, c'est la trithérapie. Trithérapie qui va durer 14 jours et qui va associer l'oméprazole ou les oméprazoles avec l'amoxicilline et la clarithromycine ou le métronidazole. Et il faut qu'il soit adapté par la suite à l'antibiogramme ou la PCR si vous en avez l'opportunité. En l'absence d'antibiogramme ou si la souche d'HP est doublement résistante à la clarithromycine et au métronidazole, on va donner des doses maximales fortes d'amoxicilline associées au métronidazole. Et si vous avez une pathologie peptique sous-jacente, l'IPP va être prolongé 2 à 4 semaines au-delà de l'arrêt de l'antibiothérapie. Le Pilera n'a pas l'AIMM chez l'enfant de moins de 18 ans. Là, ce sont quelques doses et donc on constate, par exemple, 15-24 kilos, vous avez 40 mg par jour, donc on donne en général en 2 doses, aussi bien l'IPP que le traitement antibiotique. Un autre cas, c'est celui de Séné qui est âgé de 7 ans
Elle est hospitalisée pour des crises paroxystiques de douleur inexpliquées. Dans ses antécédents, c'est une enfant qui présente un trouble du spectre autistique. Elle présente une épilepsie sous traitement depuis 4 ans, un retard du développement psychique, un retard de langage, et sa nutrition, elle est exclusivement faite de lait. Une semaine avant son admission, les vomissements il y a eu apparition de vomissements répétitifs, de douleurs abdominales, une anorexie et un ballonnement abdominal. Comme l'enfant ne s'exprimait pas convenablement, donc elle a vu son médecin traitant qu'il avait mis sous un traitement symptomatique, et l'avait envoyé au bout d'une semaine, puisque les signes n'ont pas régressé, il avait envoyé aux urgences. Là, à l'admission, l'enfant était géniarde, avec un abdomen qui était souple, sans défense, des œdèmes des membres inférieurs, et il n'y avait pas d'arrêt de matière et de gaz selon l'interrogatoire de la maman. Donc, vous feriez quoi à ce stade-là? Oui. Donc, nous, en ce qui nous concerne, donc, on a fait un ASP debout, d'accord, à la recherche éventuellement d'un problème chirurgical, notamment, est-ce qu'il n'y avait pas un pneumopéritoine? C'est la première chose qu'on voulait voir. Et on a découvert chez elle des niveaux hydroaériques de type colique, sans pneumopéritoine, avec on va dire une vacuité au niveau du reste de l'intestin. On a fait, donc en cours d'hospitalisation, à J2 de son hospitalisation, l'enfant a présenté une fièvre à 38,5 avec une débâcle diarrhéique et un épisode de méléna. Et à l'examen, l'abdomen est devenu plus sensible et elle a commencé à présenter des signes de déshydratation avec des yeux creux, des muqueuses buccales sèches. Et la biologie en avait essentiellement un syndrome inflammatoire et infectieux avec une procalcitonine à 63. L'enfant a été réhydraté en intraveineux. On a donné une antibiothérapie et en fait... Donc, oui. Par une écho, bravo. Donc, on fait une échographie. Donc, l'échographie abdominale révèle une distension digestive grélique avec une image hétérogène. On a fait une fibroscopie. L'estomac était vide. Donc, il montrait une muqueuse nodulaire, comme on avait vu tout à l'heure, avec une distension de la portion initiale du grêle sans visualisation de masse. Et la TDM abdominale avait montré une distension grélique en amont d'une masse endoluminale, je fais exprès de ne pas vous dire c'est quoi la masse, et une malrotation intestinale. Et donc là, au fait, on avait le diagnostic à la TDM. D'accord? Donc à la TDM, on avait un trichobézoar. On a présenté la malade à la chirurgie. Alors la particularité de cette observation, parce que vous allez me dire c'est le énième cas de trichobézoar, c'est qu'au niveau de la fibro, l'estomac était vide. Donc l'enfant, quand on l'avait reçu, quand elle était en train de faire ses crises de douleur abdominale paroxystique, elle était en train d'expulser son trichobézoar et donc de l'accoucher par le pylore. D'accord, comme elle avait sa malrotation, donc vous voyez un petit peu l'aspect chirurgical et puis l'aspect du corps étranger. Alors, quand tu veux. Quand tu veux. 1 minute. Hein? Vous avez des questions, je peux arrêter là, ça y est.